comment s'organisent les salons. Il y a par exemple sur une technique d'organisation du travail intellectuel qui apparaît dès le Moyen-Âge, mais qui va surtout se développer pendant la Renaissance, c'est le trésor des lieux communs. Thésaurus des lieux communs. Qu'est-ce qu'un trésor des lieux communs? C'est tout simplement une organisation abréviée de la bibliothèque. Je lis, et chaque fois que quelque chose me paraît important dans ce que je lis, je le copie. Question, comment est-ce que je vais organiser ce matériel pour pouvoir m'y retrouver avant l'ordinateur? Il y a eu de très beaux débats à la Renaissance là-dessus. Par exemple, le débat entre Erasme d'un côté et Mélenchon de l'autre. La technique du lieu commun est simple. Quand on lit, on prend note sur un petit cahier, ou même, comme l'a découvert Roger Chartier récemment, et son collègue Stalibras de Penn University, on prend note sur des surfaces effaçables, des espèces d'ardoises magiques. Hein, c'est-à-dire ce sont des surfaces enduites d'une pellicule de vernis sur lesquelles on peut écrire avec une pointe sèche et que l'on efface après en mouillant le doigt comme ça, etc. Aujourd'hui, Chartier et Stalibras ont montré que Hamlet, quand il veut tout effacer de ses tablettes après avoir vu le spectre, pour y noter simplement Remember me, utilise une tablette de ce type. Hein, c'est-à-dire l'image qu'utilise Shakespeare et qui, pour tous les contemporains, va de soi, c'est cette tablette effaçable sur laquelle on note ces lieux communs. Intéressant, vous vous souvenez peut-être que Hamlet vient de l'université de Wittenberg, qui était le grande figure Mélenchon, un des grands théoriciens de l'organisation des lieux communs. Alors, technique de lecture du lieu commun. Je lis, je prends des notes. Ensuite, ces notes, je vais les transférer sur des fiches. Comment ces fiches vont être classées? Erasme dit par ordre alphabétique. Donc je vais prendre un thème, prudence, et chaque fois que je rencontrerai dans une de mes lectures quelque chose qui a trait à la prudence, je vais le noter sur ma fiche prudence. Et je mettrai après prudence tout ce qui suit sur la lettre P, etc. Mais Mélenchon dit non. Il faut organiser cela de manière encyclopédique. On est déjà sur un thème majeur de l'organisation de la bibliothèque. L'ordre aléatoire de l'alphabet, l'ordre organisant le monde de l'encyclopédie. Comment lit-on? Lit-on, comme disait Erasme, en quelque sorte, dans une perspective d'ouverture indéfinie des relations entre les thèmes que permet l'ordre alphabétique? Ou lit-on simplement pour replacer ces lectures dans l'ordre du monde déjà fixé? Mélenchon, mais on est là dans la tradition luthérienne. Voilà de grandes révolutions. Peut-être que la technologie de la surface effaçable a favorisé l'utilisation des recueils de lieux communs, dont les derniers datent du XIXe siècle, mais qui ont été pendant très très longtemps la manière même de lire des lecteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que Google? C'est un recueil de lieux communs. Organisé, non pas thématiquement, c'est Erasme qui avait raison, organisé par des mots clés, et qui permettent effectivement de rassembler en un seul clic ce que Hamlet avait certainement mis beaucoup de temps à l'université de Wittenberg à rassembler sur ces petites fiches. Voilà, peut-être, ce que... Alors, et je ne peux pas être trop long, donc je voudrais simplement compléter mon propos par une question maintenant.
c'est dans la révolution du présent, qu'est-ce qui résiste, en quelque sorte, chez le lecteur, à l'utilisation de techniques nouvelles. Résister, c'était le titre que j'avais donné à mon propos, le lecteur résistant. Le lecteur résistant, pour moi, c'est le lecteur qui va longtemps travailler avec des instruments nouveaux, comme il a appris à travailler. C'est-à-dire en déplaçant, en s'appropriant ces instruments nouveaux d'une manière qui est une manière non pas archaïque, non pas traditionnelle, mais efficace pour lui. Celle qu'il sait effectivement utiliser. Alors, question donc aujourd'hui, lorsque nous utilisons les nouvelles technologies, sommes-nous des lecteurs aventuriers, capables de modifier très rapidement nos manières de lire pour s'approprier, pour profiter de ce que nous apportent ces nouvelles technologies, ou au contraire, sommes-nous experts dans la manière de déplacer ces nouvelles technologies vers des manières de faire qui sont des manières de faire traditionnelles, on pourrait presque dire de la civilisation du codex. Un petit point, avant de répondre, un petit point d'histoire. Il y a une chose qui a beaucoup frappé les chercheurs ces dernières années, qui travaillent à l'histoire culturelle, et c'est un chantier que nous venons d'ouvrir, c'est la permanence du manuscrit après Gutenberg. Ouais, c'est très intéressant de se dire que Gutenberg invente l'imprimerie, 3 siècles après, quelquefois, et puis l'incipit. Quelquefois le titre. Les titres commencent à arriver au même moment. Il est bien clair que ces répertoires n'ont pas obligatoirement pour fonction, on en est à peu près sûr aujourd'hui, de retrouver un livre dans la bibliothèque. Ils ont plutôt pour fonction de constituer des bibliothèques virtuelles qui sont proposées comme exemple à des collectionneurs. Ce qui laisse penser que très longtemps, la bibliothèque est restée à la taille des mémoires humaines et qu'il n'a pas été nécessaire de se demander où était tel livre. D'une certaine manière, ça ressemble un peu à nos bibliothèques personnelles, selon que l'on a plus ou moins de soins pour prendre l'habitude de remettre le livre au même endroit. Alors, les grandes bibliothèques arrivent au XVIIe et au XVIIIe siècle et commencent à poser des problèmes d'indexation extraordinaires. Mais très très vite, la question, et c'est pour ça que la question est très actuelle, très très vite, la classification par unité codicologique, par objet matériel, n'a pas été suffisante et on y a très vite substitué des classifications thématiques ou des classifications par mots-clés. On sait que Locke, par exemple, avait inventé tout un système dans sa propre bibliothèque pour organiser de cette manière ces objets. Et je dirais d'une certaine manière, la vraie classification des bibliothèques, c'est celle qui va se matérialiser aujourd'hui grâce à Google et aux systèmes similaires, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels se combinent mots-clés, thèmes et repérage du lieu où se trouve l'unité bibliologique. Alors la question à ce moment-là qui devient très intéressante, c'est comment constituer l'homologie entre la catégorisation inventée par la machine ou par le documentaliste dans les années 30-40, on a de très belles discussions dans les années 30-40 chez les documentalistes qui travaillent dans les ministères pour organiser les répertoires de presse. Comment classer les journaux. Parce que ce qui est intéressant, c'est dans le journal, c'est pas l'unité bibliologique, c'est l'article. Alors comment organiser ça? Et on voit qu'on est sur un continuum qui vient très certainement depuis le thésaurus de lieu commun jusqu'à aujourd'hui. Parce que le thésaurus de lieu commun est un objet très très intéressant qui déjà nous conduit quasiment à ce que nous connaissons aujourd'hui.
un thésauriste de lieu commun fonctionne en fait avec trois partenaires, hein, on pourrait dire. D'abord, le livre lui-même est préparé pour être traité par un thésauriste de lieu commun. Alors, de deux manières. D'une part, dans l'organisation rhétorique du texte, il y a toujours un moment où le lieu commun apparaît. Je redonne la définition du lieu commun. Un lieu commun, c'est le passage du cas particulier à l'universel. Donc on a évoqué un cas particulier, on en déduit une vérité universelle, qui est considérée comme pouvant être partagée par tous. Très souvent dans le livre, il y a ce qu'on appelle une manchette, hein, c'est-à-dire ce petit doigt, ce petit index dans la marge, qui pointe le lieu commun. Ou bien on a l'italique, au moment où le lieu commun arrive. Donc, en quelque sorte, l'éditeur prépare l'objet matériel pour être traité ensuite thématiquement. Et, bon, le deuxième partenaire, c'est le lecteur. Mais le troisième partenaire, c'est aussi l'imprimeur, parce que très vite, à partir de la fin du XVIe siècle, on va imprimer des manuscrits de lieux communs appartenant à des personnes qui les ont constitués. Baudin, par exemple, en France. Et donc, on va retrouver comme objet imprimé ces espèces de grandes bibliothèques thématiques qui renvoient toujours à une unité bibliologique, à une unité textuelle plus que bibliologique, et en quelque sorte le système se coupe. Mais si vous prenez un livre du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, il est très très intéressant de voir que vous avez en marge, en permanence, la référence, non pas bibliologique, mais la référence textuelle. Hein, en général, c'est le corpus des œuvres chrétiennes qui sert de référence. Il y a toujours de quoi retrouver l'élément sur lequel on a l'unité sur laquelle... Donc, moi je pense qu'on est dans un système qui n'est pas neuf. Hein, on est dans un système qui est très ancien et pour lequel aujourd'hui, peut-être... nos bibliothèques virtuelles d'aujourd'hui, qui ne sont plus des catalogues, c'est ça qui est très intéressant, ne sont plus des catalogues de bibliothèques. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à retrouver un livre par 2 mots ou 3 mots qui nous renvoient à 4 lignes sur laquelle nous avons une phrase qui recontextualise l'objet et puis un serveur, enfin un site, qui va accréditer en quelque sorte la valeur de l'objet. Parce que j'imagine que vous faites tous comme moi, quand vous choisissez sur les 15 ou 20 pages que vous offre Google pour une indexation par 3 mots, vous allez regarder le site pour éviter les blogs, pour éviter, etc. Et vous voyez, le site commence à fonctionner comme l'éditeur. Hein, si vous achetez un bouquin de chez Gallimard, il a la maison Gallimard ou la maison Compagnie das Lettres vous donne en quelque sorte une accréditation. C'est quelque chose qui a été contrôlé par un éditeur. Ce n'est pas le cas de Vege. Ça a été contrôlé par un éditeur et donc, d'une certaine manière, il y a une communauté derrière qui vous garantit l'information. Voilà, c'est mon sentiment. Excuse-moi, mais malheureusement, je viens d'apprendre qu'on n'a plus de temps. Et si vous voulez, vous pouvez vous adresser à un de nous, parce qu'on va faire une petite pause, 5 minutes au maximum, parce qu'on a déjà débordé, déjà dépassé le temps. Et avant qu'on sorte, je voudrais une fois de plus remercier à la présence du professeur Joël Pratt parmi nous. C'est vraiment un honneur pour moi et pour nous de tutoyer.